I'm so lonely without you. Can't sleep at night. Always thinking about Caramel. Caramel. Tout ça pour ça. Il y a 10 ans, le 11 novembre 2008, une centaine de policiers faisaient éruption à Tarnac, minuscule village corrézien, pour perquisitionner une ferme et interpeller ses occupants. L'affaire de la cellule invisible de Tarnac venait tout juste de commencer. Quelques jours plus tôt, plusieurs lignes TGV avaient été endommagées aux abords de l'Île-de-France. L'enquête policière suit alors une piste qui les mène à Tarnac. Le soir même de la perquisition, la ministre de l'Intérieur de l'époque, l'inénarrable Michèle Alliot-Marie, pérore sur tous les plateaux télé, parlant de coups de filet historiques et de dislocation d'un groupe d'ultra-gauche de la mouvance anarcho-autonome. C'est beau comme un roman de John le Carré. Un groupe de gauchistes ultra, une mouvance anarcho-autonome, des militants libertaires et une vie communautaire revendiquée au fin fond de la France rurale, ça sent bon la poudre, la menace terroriste, la volonté de détruire l'État. Le procureur d'ailleurs de la République parle même de cellules invisibles qui avaient pour projet la lutte armée. On en frémit encore. Une enquête pour terrorisme est même ouverte. Le pouvoir sarkozien a besoin d'ennemis intérieurs pour faire passer sa politique de contrôle identitaire. Alliot-Marie jubile, elle les tient, ces anarcho-libertaires. Sarkozy exulte, le danger est partout. Mais rassurez-vous, lui, il veille. 10 ans plus tard, patatras. Hier soir, en conclusion du procès, qui examinait les faits reprochés à 8 prévenus ayant pour certains fait de la prison préventive, pour d'autres s'étant vu assigné à résidence, et bien justement, en fin de ce procès, la présidente du tribunal correctionnel de Paris a déclaré, c'était donc hier soir dans ses attendus, je cite, « L'audience a permis de comprendre que le groupe de Tarnac était une fiction. » Commencé il y a 10 ans sous pression du pouvoir politique et par un emballement médiatique, c'est pas sexy ça, et romantique, un anarcho-autonome, Coco. Cette affaire s'effondre comme un vulgaire soufflet. Relax général pour les 8 prévenus, pour les accusations d'association de malfaiteurs et de dégradation de ligne SNCF, déconfiture et humiliation totale pour les services de l'antiterrorisme et pour le gouvernement de l'époque. La cellule de Tarnac n'existait pas, c'était une construction policière sous pression politique. Il est parfois bon que les choses soient dites ainsi. Ne reste plus à Alliot-Marie qu'à venir faire des excuses et faire amende honorable un soir dans un JT sur TF1. Ben quoi, on peut rêver. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Jérôme. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, reviendra sur une disparition qui l'a beaucoup affecté la semaine dernière. Et puis un peu plus tard, Manu Muret nous parlera d'un concert de soutien. Et puis, je recevrai le groupe toulousain I'm Mine qui vient de sortir son deuxième album, Ellipsis, et qui sera sur la scène du Rex le 18 avril prochain, c'est-à-dire mercredi. Également dans ce studio, Édredon Sensible, un batteur, 2 saxophones, avant leur concert de demain soir au Taquin. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Anglais vivant en France depuis Lurette, producteur et arrangeur pour Angel and the Hidden Tracks, Michael Wookie sort ces jours-ci un nouvel album assez réjouissant, plein de cuivre et de cordes, de claviers vintage et d'électricité.
pop orchestral façon Beyrouth, chanson à la Sufjan Stevens. L'univers de Michael Wookie reste complexe, inventif, parfois proche du cabaret, parfois baroque, entre envolées lyriques et parti pris théâtraux. Jean-Pierre Lérac, s'il vous plaît, arrêtez de sourire. Sailor, on l'écoute tout de suite. Extrait de Hollywood X, le deuxième album de Michael Wookie. Album sorti sur le label toulousain We Are Unique. C'est caramel mou et c'est tant mieux. I'd do anything to ease your pain. You're covered in oil and sadness. You're anchored to a rock. You get so lost in madness. Can't take you back into the boat. It's been too long now. Been bad for years and years. Ride your bike over town just to tell me how it felt. Show me your arms and fall asleep. Come on now, say that. Show me your arms and fall asleep. Try not to drift away. I'd do anything to ease your pain. You're covered in oil and sadness. You're anchored to a rock. You got so lost in madness. Can't take you back into the boat. It's hard enough to stay afloat. Try not to drift away. I'd do anything to ease your pain. You're covered in oil and sadness. You're anchored to a rock. You get so lost in madness. And I can't take you back into the boat. It's hard to stay afloat. Qu'est-ce que c'est? Caramel. Et ça,
Qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Je le disais en introduction, vous allez nous parler d'une mort qui vous a beaucoup affecté la semaine dernière. Première question, vous étiez à ce point fan de Jacques Higelin? Ah, le piège. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Et ça surprend des gens. Ah ouais. Voilà, non, en fait, je vais vous parler de justement, c'est lié parce qu'en fait, je voulais vous parler de la mort de Cécile Taylor. Ah oui. Et justement, je voudrais justement à ce sujet réparer une injustice parce que justement, ça a été un petit peu étouffé d'ailleurs par la mort de Jacques Higelin. Donc c'est quand même une concurrence un peu déloyale quand même, je trouve, ces histoires. Donc voilà, non mais c'est vrai qu'en plus Boulez a un peu vécu la même chose, puisque Bowie a eu la mauvaise idée de mourir en même temps que lui, quoi. Et alors je parle pas de Jeanne d'Ormesson parce que là, ouais, le pauvre, mourir la veille de la mort de Johnny Hallyday, ça c'était rédhibitoire. Enfin, là c'est entre gens de droite, voilà. C'est autre chose encore, là c'est encore une autre histoire. Donc voilà, donc bon, Cécile Taylor, rétablissons un petit peu modestement l'équilibre, donc c'est parce que c'est quand même un personnage important, c'est quand même une figure du jazz. Donc qui est morte jeudi dernier, si je me souviens bien, c'était le 5 avril et il avait 89 ans. 89 ans, voilà. Donc c'est quand même des âges où on peut mourir. Canonique, aussi. On peut mourir. Enfin voilà, ça empêche qu'il faut quand même rendre hommage à ce personnage qui a fait partie de l'histoire du jazz. C'est un des précurseurs du free jazz, de ce mouvement free jazz des années 50-60. On dit souvent qu'il l'a inventé avec Ornette Coleman, tous les deux. Voilà, aussi Ornette Coleman. Ils s'y sont foutus. On peut mettre Albert Ayler, John Coltrane, Mingus également. Voilà, donc c'est quand même un mouvement qui a un petit peu, à un moment donné, tout cassé, quoi. Ouais. Ils ont rompu toutes les conventions. Ils ont dit maintenant le swing, le tempo, les mélodies, tout ça, on arrête tout. C'est de l'impro, c'est l'improvisation libre. On déconstruit tout et on reconstruit tout. Ça a été quand même un mouvement qui a fait un peu sensation, qui a pas été bien vu par tout le monde et qui a apporté quelque chose au jazz incontestablement. Et c'est vrai que c'était pas seulement non plus d'ailleurs une révolution au niveau de la musique, mais c'était aussi quelque chose qui était très politisé, D'ailleurs, Cécile Taylor lui-même était un grand militant radical de la culture afro-américaine. C'est vrai que c'est des gens, Mingus aussi, c'est des gens à la cause noire, tout ça. C'était une musique qui était libertaire, c'est une musique qui voulait casser toutes les conventions, mais qui voulait aussi revendiquer cette cause noire. Et en même temps, Cécile Taylor pouvait se revendiquer de tout l'héritage de Duke Ellington, par exemple. Ah, mais il a pas renié Monk ni Duke Ellington. Et Monk était une de ses influences majeures, ou Lenny Tristano. Mais je pense que aucun de ces musiciens n'ont renié. C'est qu'à un moment donné, ils ont dit, pof, on va faire autre chose. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a un grand respect pour Thelonious Monk. Je crois qu'à aucun moment, c'est de dire, ces gens-là, on les enterre, ils valent rien. C'était pas du tout le propos. C'est-à-dire, on va inventer toute autre chose. Ils ont bousculé les choses. Enfin, voilà. On rappellera que le free jazz, à une époque, s'appelait le new thing, la nouvelle chose. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, ils étaient ailleurs. Alors, c'est vrai que Cécile Taylor, c'est vrai qu'on parle souvent d'Ornette Coleman plus, parce que c'est vrai que Cécile Taylor, il a eu un succès un peu plus tardif. Après, c'est vrai qu'il a encore plus de mal à se faire accepter dans ce mouvement, et parce que son piano sa façon de jouer le piano était très très déroutante. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette façon. On parle de John Coltrane. Il y a pour le sac, il y a avant JC, après JC, quoi. Mais pour le piano, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'il a un peu cassé toutes les règles. Et c'est vrai que Christine Wodrowska, on n'en parlerait pas maintenant si Cécile Taylor n'avait pas existé. Quoi. Et c'est un vrai briseur de barrières. Complètement. Et c'est vrai qu'il a joué très tard, puisque bon là, il y a quelques années, on l'envoyait un peu moins sur les scènes, mais il y a encore 5-6 ans, on pouvait encore le voir sur des scènes. Donc voilà, c'est des gens qui... Ça méritait vraiment de dire un mot sur ce magnifique musicien. Je pense que je vous propose d'écouter un morceau justement pour montrer qu'est-ce qu'il pouvait faire au piano. C'est vrai que ça a cassé vraiment les règles, on est loin du monde, là, mais c'est tellement merveilleux. Voilà, donc Cécile Taylor disparue la semaine dernière, c'était le 5 avril dernier, 89 ans, Cécile Taylor, pianiste free jazz, pianiste libre, pianiste libertaire, disparu, et c'est bien dommage, heureusement. Il reste ses disques. Merci Jean-Pierre, on se retrouve un peu plus tard dans cette émission.
L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Conseil efficace. On commence l'émission avec Édredon sensible, avec un nom aussi doux. On pourrait s'attendre à une pop soyeuse, des mélodies, tout ce qu'il faut pour finir une fin de soirée. Que dalle, on va avoir droit à une musique nettement plus rentre-dedans, nettement plus percussive. Deux batteurs, deux saxophones. Si vous ne les connaissez pas, ils jouent 2 fois dans le week-end. Demain soir au Taquin à partir de 21h30. Ils sont également programmés dans une soirée de soutien à la salle Amanita Muscaria. Ça se passera dimanche. On en parlera un peu plus tard dans cette émission de cette soirée-là. Et Édredon sensible, les 4 sont autour de cette table. On n'a que 3 micros à leur proposer. Mais bonjour quand même. Salut. Voilà, vous l'avez entendu, ils sont bien là. On vient d'écouter Cécile Taylor pour des musiciens qui peuvent être aussi traités de libertaires. C'est quelqu'un qui a pu vous influencer, qui a pu vous montrer la voie, que vous écoutez régulièrement le soir avant d'aller vous coucher, ou pas du tout, Jean? Je l'ai écouté, mais pas en ce moment. Voilà, c'est pas un disque de chevet. Non, voilà. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, conclusion, vous pouvez pas vous monter en colocation avec Jean-Pierre Lérac. Mais c'est déjà ça d'acquis. Jean-Pierre Lacarrière, donc sax ténor, puisque vous avez le micro, gardez-le. Racontez-nous un peu l'histoire de ce quartet un peu étonnant. Et ouais. Ah, ça c'est compliqué. Toute l'histoire. Non, une partie. Déjà l'instrumentation de batteurs de sax, c'est quelque chose qui est peu courant. Ouais. C'est quoi cette idée-là? On voulait utiliser des rythmes de trance en fait, et jouer que des cuivres et avec des percus. Et par contre, on n'avait pas exactement réfléchi à tout. On était 4 copains qui avaient envie de faire ça, dont 2 saxophonistes, 2 batteurs. Et du coup, le son s'est construit autour de ça. C'est pas un truc, on s'est pas dit il faut du saxophone absolument, il faut des batteries, mais... C'était simplement 4 copains, manque de peau, il y avait 2 batteurs et 2 saxophonistes. C'est ça. Heureusement, il n'y en avait pas un qui jouait du pipeau. Exactement. Ça aurait été plus compliqué, ouais. À partir de là, c'est vrai que moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était même la première. Donc, je suis un peu neuf sur votre répertoire. C'était cet hiver dans le cadre du Grand Bal du Yucca à Mixar. C'est vrai que ce qui étonne dans votre façon de concevoir votre répertoire, c'est cette façon assez minimaliste, mais aussi assez répétitive d'imaginer la musique, avec tous les 2 minutes 30, un tout petit décalage qui fait que ça continue à partir, et puis on a l'impression d'avoir devant soi une machine qui n'en finit pas et qu'on ne peut pas arrêter. C'était ça le but du jeu quand même? Eh ben ouais, c'était vraiment la transe, mais Tristan... Allez, vas-y. Ouais, là c'est clairement le but assumé là, de ce qu'on veut faire, quoi. Et même en fait, en vrai, au début on était même parti sur faire des trucs beaucoup plus longs. Non, en même temps, il y a quelqu'un qui téléphone. C'est quand même assez ahurissant. S'il vous plaît, laissez la ligne tranquille. Ouais, Tristan, on continue. Et du coup, mais là, en fait, on est surtout, on est bloqué physiquement, quoi. On est bloqué physiquement. Au début, on se disait vraiment qu'on essaierait de faire des morceaux de 1h30 pour pouvoir jouer hyper longtemps. Mais oui, en fait, parce que c'est vrai que vos morceaux actuellement, ils font entre 10 minutes et un quart d'heure, quoi. C'est à peu près ça. Même certains une demi-heure. Ouais. Non, mais par contre, ça installe bien ce mouvement qui fait que quand on vient voir vos concerts, il y a tout le devant de scène qui danse et qui n'arrête pas de bouger, quoi. Ouais. Bah, c'est très bien. On est hyper contents si ça fait ça. Ouais. C'est complètement le but. C'était quoi? Vous dites que vous vouliez lancer et créer un mouvement de trance. C'est quoi? C'est pour être proche du public? C'est pour sentir la sueur? C'est quoi cette idée-là de faire cette musique?
Ouais, il y a de ça. Et aussi le délire fort qui est un délire du corps et de l'esprit en même temps et qui est pas du tout dans le concept intellectuel et qui pourtant, enfin, ouais, il y a ce mélange-là de dérivés dans la musique, de se sentir un peu possédé. Donc voilà, la répétition, c'est très bien pour ça. Avec tout ce mouvement répétitif qui vient aussi des musiques contemporaines américaines, mais aussi des premières musiques électro, je pense à Kraftwerk, des choses comme ça, c'est des choses qui ont pu vous nourrir, ça, musicalement ou pas du tout? Vos influences, elles sont où? Au final, mais dans le micro. Bonjour. Au final, c'est la trance qu'on allait chercher, y a le côté électro un peu qui peut ressortir, mais presque ça a été plus inspiré par les rythmes sur lesquels on est parti, qui étaient plus tout brésiliens et tout ça, qui en fait sont la trance qui existe déjà depuis bien avant tous ces trucs. C'est pas très pratique. Et voilà, moi j'ai l'impression qu'on est plus parti là-dessus en termes d'inspiration au début. Après, au final, ça donne un truc qui ressemble à de l'électro des fois, quoi, parce que je sais pas, avec les sax, ce qu'ils font, ça, ça donne un truc un peu électro. Mais avec une base assez ethnique et avec des rythmes qui sont autant chopés sur la culture africaine que sur la culture africaine, mais de l'autre côté de l'Atlantique, le résultat des hybridations qui se sont faites en Amérique du Sud. C'est ça ? Presque tous les rythmes qu'on joue, c'est directement copié presque ou inspiré ou mélangé de rythmes brésiliens. Il y a un truc un peu marocain, il y a colombien aussi un peu, plein de choses. Mathias, l'autre batteur, et moi, qu'on pratiquait déjà, qu'on était déjà hyper fans de ça. Et qui nous donnait vachement envie de le mélanger justement à ces musiques plus expérimentales, je sais pas, noise et tout ça, qu'on aime beaucoup. Par contre, juste un mot sur l'électro vite fait, il y a un truc on s'est rendu compte aussi, c'est que la mise en forme des morceaux, c'est là que l'électro influence. C'est comment on gère l'évolution d'un morceau, etc. Là, je pense qu'on a plus des idées qui viennent de l'électro. Les rythmes, etc., la substance du morceau, on va plus les chercher sur des trucs trad, mais sur la construction, c'est des trucs plus modernes. Ouais. Ça veut dire que même les parties batterie tournent sur des boucles. Ouais, carrément. Ouais. C'est sur des séquences qui tournent sur des 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, avant, même sur des... Ouais. Sur beaucoup plus longtemps que ça. Des tournes de 4 temps et qui tournent en boucle. Il y a même des morceaux où c'est... que le même truc pendant absolument tout le morceau pendant 20 minutes, quoi. Ouais. Et l'apport des sax là-dedans, c'est quoi ? C'est réveiller les gens, c'est parce qu'il n'y a pas de mélodie. On va écouter un extrait d'un morceau tout à l'heure. Évidemment, le morceau fait 14 minutes, on l'écoutera pas en entier. Mais c'est quoi l'apport des sax là-dedans ? C'est crier, pousser un cri de rage. C'est quoi ? Il y a de ça. Il y a aussi, encore une fois, la contrainte physique dans la musique. Les batteries, percus jouent très fort. Donc nous, on n'est plus relais. Quand on joue acoustique, on a joué exclusivement acoustique au début. Et du coup, on était pas plus puissant qu'une percu parmi les 10 qui sont en train de tourner. Et du coup... on était obligé, quoi. Ouais, du coup, on est un apport de texture, en fait. Comme un batteur va régler sa peau pour qu'il y ait telle résonance, qu'on entende plus telle harmonique, etc. Et nous, on participe à ça. On participe à ce magma d'harmoniques qui sont là-dedans. Un morceau pour Édredon Sensible, ça se fabrique comment ? C'est de l'impro total, c'est 2-3 idées, c'est de la musique un peu écrite et on se débrouille avec ça. Comment ça fonctionne ? Au final, c'est toujours la base, elle est de chaque morceau est écrite complètement, quoi. La tourne pour chacun de nous, les deux batteurs, c'est hyper précis ce qu'on fait, et les sax aussi. Et après, autour de ça, on brode, quoi. Mais la base est toujours écrite, quoi.
Jean-Pierre Lérac, vous les avez vus plusieurs fois sur scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 4 jeunes gens qui, comme ça, autour de cette table, paraissent assez tranquilles, une fois sur scène, sont complètement déchaînés? C'est vrai, tu as raison de préciser ça, parce qu'ils le sont beaucoup moins sur scène. Nettement moins sur scène, je dirais juste que c'est quelque chose qui fait du bien à la vie musicale toulousaine, je dirais, parce que moi, ça fait 27 ans que je m'occupe du Festival de Luz. Je vais vers parce que vous vous occupez d'un festival à Luz. À Luz, vous nous l'aviez jamais dit. Vous nous l'aviez jamais dit. Mais je préfère le garder pour moi. Donc, si vous voulez, cette histoire, ce qui fait que pour les festivals, chaque année, on cherche des fanfares. Donc, il faut toujours une fanfare pour un festival. Donc, ça fait des années que j'écoute des fanfares. Et c'est vrai que je dois avouer qu'au bout d'un moment, je me lasse un peu. C'est vrai qu'il y a, même si elles sont brillantes, elles sont souvent c'est des bons arrangements et tout ça, on a souvent quand même, on retombe toujours sur les mêmes façons de faire, les mêmes arrangements, les mêmes influences, le funk, etc. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de fanfares en fait qui sont vraiment très originales. Même si la semaine dernière on a vu une bonne fanfare au Taquin, au Liban International, qui est quand même sur les musiques africaines, mais c'est vrai qu'on a très peu de musique. Et je dois dire, lorsqu'on a vu arriver cette fanfare, c'est vrai que là pour le coup ils se sont vraiment démarqués. On avait vraiment quelque chose avec un rythme absolument infernal. Il y a vraiment, comme dire, c'est un peu brésilien, c'est un peu africain, mais il y a vraiment du rythme incroyable, et avec ces sacs saturés derrière, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Donc là, pour le coup, donc c'est vrai que là, j'ai dit, tiens, il se passe quelque chose d'original, et donc je les ai donc convoqués pour le festival, le prochain festival. Voilà, j'en profite pour faire passer le message. Puis ils seront à l'ouverture du festival. Ils feront pas vraiment l'ouverture parce qu'il y aura un concert d'inauguration, mais c'est eux qui seront chargés de lancer un petit peu la fête au festival. Quoi, voilà. Donc c'est presque un scoop que vous nous annoncez. Dodon Sensible fait l'inauguration ou quasi de Jazzalus cette année, et je suppose que Jazzalus, on n'a pas fini d'en entendre parler d'ici le mois de juillet. D'ailleurs, à ce sujet, avant de rentrer, il y a juste le pré-programme qui est en ligne. Donc, voyons, voilà. C'est ça. Donc Jean-Pierre Lérac, par contre... Et le 25 mai, on les convoque aussi à Bagnères aussi, parce qu'il y a un pré... Voilà, il y a un pré-festival à Bagnères de Bigorre. On fait un coup double avec eux. Voilà. Bon, sauf que Bagnères de Bigorre, c'est pas sous la logorrène de Bagnères de Bigorre, aussi, mais bon, c'est pas prêt non plus. Vaut mieux aller les voir demain au Taquin. Un concert des Dodons Sensibles, ça ressemble à quoi? C'est une espèce de folie totale. Moi, la dernière fois que je les ai vus, c'était au Ravelin. Je dois dire, là, j'ai regretté d'avoir 60 balais, parce que là, j'ai même plus. Mais allez, ne faites pas votre coquette. C'est vrai que là, je me suis dit, il y a une telle énergie dans ce qu'ils envoient. C'est assez incroyable. C'est vraiment, quand je parle d'énergie, là, c'est vraiment le cas. L'énergie que vous donnez au public, vous la ressentez lorsque vous êtes sur scène? Ouais, par retour. Vas-y. Ouais, on le sent vachement par le retour, parce que ça nous porte de voir les gens qui sont portés par notre musique. Enfin voilà, comme toujours, même dans une musique de concentration, de recueillement, il y a toujours ce va-et-vient qui est très nourrissant. Bon, eh bien écoutez, le Taquin, c'est demain soir, c'est à 21h si je me souviens bien, et puis vous jouez aussi le lendemain à Manita Muscaria, mais tout à l'heure Manu Muret viendra nous en parler. On parlait du concert du Ravelin il y a 2 secondes. Vous avez eu la bonne idée de l'enregistrer, ce concert, puisque évidemment il n'y a aucun disque qui n'est sorti encore. Et non, pas encore. Ça ne saurait tarder, mais pas encore. Et ouais, on y réfléchit. Ouais. Bon, ben voilà, d'ici la fin de la réflexion, on a au moins ce concert à se mettre sous la danse, à se passer au Ravelin. C'était cet hiver, et le morceau s'appelle String et Bermuda. Par les temps un peu frisqués qu'il fait, ça va nous réchauffer. Édredon Sensible, String et Bermuda.
Manu Muret, bonsoir. Bonsoir. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, vous êtes venu nous parler d'un concert de soutien qui intéresse aussi nos invités du jour et d'Ordonne Sensible. De quoi qu'on cause, il apparaîtrait qu'à Manita Muscaria, espèce de cave toulousaine assez connue dans le milieu musical toulousain, aurait quelques problèmes. Oui, ça fait un... Auquel vous n'êtes pas tout à fait étranger, faut-il le rappeler. Non. Je vois pas ce que vous voulez dire par là. Moi non plus, mais il paraît qu'un soir vous avez fait beaucoup de bruit. Il y a un soir, on a invité un groupe qui jouait particulièrement fort, qui s'appelle Hippie Dictat. Et c'était tellement bien qu'on regrette presque pas de les avoir invités. Mais en tout cas, effectivement, ça a été le début de rapports un petit peu moyens avec le voisinage d'Amanita Muscaria. Et il a fallu un petit peu arrêter, mettre la sourdine sur les concerts pour que le lieu puisse continuer à exister pour sa fonction première, qui est un lieu de répétition de compagnies de percussion brésilienne. Notamment, et du coup on a un petit peu stoppé les concerts. Nous avec le Yuka on est parti un petit peu ailleurs, on s'est répandu un peu dans la ville partout où on voulait bien de nous, et il se trouve que les concerts de la Manita Muscaria ça faisait partie un peu de ce qui sauvait l'économie précaire du lieu. Puisqu'il s'y passe plus que des répétitions, du coup forcément ça fait des petits manques à gagner. Et là la situation financière est un petit peu compliquée pour le lieu, et en plus il y a des projets de faire des travaux justement pour insonoriser, pour pouvoir reprendre les concerts en toute quiétude et sans déranger le voisinage. Bref, petit besoin de coup de main à la Manita pour qu'elle puisse continuer à exister, parce que si elle reprend pas les concerts, elle pourra pas garder ce local là qui est hyper important. Du coup on s'est un peu mobilisé avec le Yuka et on a décidé d'organiser une journée complète de concerts de soutien, et du coup on s'est fait plaisir parce qu'on a invité un peu je vais pas dire la crème de la scène toulousaine, mais en tout cas ce qui pour nous est les groupes qu'on a vraiment envie de voir et de partager. Les groupes à garder. Ouais, vraiment. Et en plus ce qui est sympa pour l'occasion, comme ça vient d'un problème de voisinage et d'un problème de groupe qui joue trop fort, c'est qu'il y a certains groupes dans ces messieurs qui ont accepté de venir jouer le jeu, de présenter une musique un peu différente, plus voisin friendly si j'ose dire. Et du coup, mais c'est charmant comme accroche, c'est tout à fait charmant. Très belle, délicate attention, et du coup Édredon Sensible sera là sous le nom de Édredon Chétif. Ah ouais. Ça, je peux vous laisser, messieurs, décrire... Si je peux me permettre, ça fait moins couillu, quand même. Ah ben oui, mais forcément, mais il n'empêche, c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'il y a certains groupes qui font le rock, là, comme on aime bien dire, mais dont le propos reste tout aussi pertinent quand on enlève un poil de puissance. Et ça, c'est le cas de ces messieurs, c'est le cas de Puissants et Cathartiques qui vont venir sous le doux nom de Impuissant et Pathétique, qui vont jouer acoustique, banjo, caronne. Il va y avoir... je vais faire toute la programmation. Ça va commencer à 13h. Donc pour ceux qui viendront nous soutenir dès le début de la matinée, sachez qu'on va faire une espèce d'happy hour, que la bière sera à 1 € jusqu'à 14h30. Un truc comme ça. Tout au long de la journée, nourriture à prix libre, bien sûr, parce qu'on est censé être là de midi à 20h, 21h. Donc vous venez, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, on est là pour partager. Donc il y aura beaucoup de nourriture, et venez tous vous restaurer et vous faire plaisir aux oreilles et au cerveau. Et la musique, donc il y aura Turbo Niglo qui va entamer les festivités, un duo, c'est un petit peu du jazz manouche, mais comme c'est ni répétitif ni ennuyeux, c'est pas vraiment du jazz manouche. Mais il y a une basse qui est quand même manouche. Après ça part un petit peu dans pas mal de choses. Après il va y avoir donc ces messieurs, donc Édredon Chétif. Il va y avoir To the Moon and Back, qui est un duo clavier alto et qui joue pendant des vidéos, une musique illustrative, une musique narrative, une espèce de ciné-concert si j'ose dire. Il va y avoir le collectif Baraka Free qui va venir présenter 2 quintettes. Donc pareil, ils vont jouer un petit peu le jeu de la musique pianissimo. Donc Baraka Free, c'est ce collectif issu de la fac Jean Jaurès, que l'on a pu voir il n'y a pas très longtemps, en grande formation à jazz, un pavé dans le jazz. Ouais, concert remarquable. Remarquable. Vraiment. Et là on est bien content. Ils viennent pareil, ça va être inédit puisqu'ils viennent sous la forme de 2 quintettes, et pareil ils vont jouer le jeu de choses plutôt douces et légères, alors que quand on les a vus, il y avait quand ils envoient le rock aussi. Ça dépotait bien. Et là on va avoir plutôt le versant moelleux de la Baraka Free. C'est ça, le versant tendre. Il va y avoir aussi Glossolalie, qui est un trio clarinette, violoncelle, batterie, qui va
comment décrire Glossolali? C'est un mélange de noise rock et de musique contemporaine. Voilà. Ou par musique contemporaine, je veux dire les compositeurs du XXe siècle, Stravinsky, Shostakovich, truc qui se rapproche vite fait d'Univers Zéro pour donner un repère, mais c'est un petit peu cette façon-là de faire la musique, de mixer comme ça deux choses qui n'ont rien à voir ensemble pour en faire un truc assez ingénieux et très 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 intéressant. Et ça se terminera avec Sex, Drugs and Rebetiko, qui s'appelleront pour l'occasion Sex, Drugs Douce et Rebetiko. Et là, qui est plus axé sur le répertoire Rebetiko, cette espèce de blues gréco-turc, qui est né dans les années 20 du côté de la Grèce. Et donc, vous nous avez amené un peu de musique et on écoute quoi là? On écoute Glossolali. Le titre, c'est Ping Pong. C'est un album qu'ils ont enregistré l'an dernier et c'est super bien. Voilà, et ça, donc, c'est écoutable à Amanita Muscaria dimanche de midi 30 jusqu'à 21h. À peu près. Ouais, à peu près. Voilà. Merci Manu d'être venu nous parler de ce concert de soutien. Oh, vous avez quand même intérêt à y être présent. Amanita pourrait fermer. Voilà, donc le Solali, groupe que l'on pourra voir dimanche, donc à partir de midi dans le cadre d'une soirée de soutien à Amanita Muscaria, salle toulousaine qui est en voie de difficulté, elle pourrait fermer, donc concert de soutien de midi 30 jusqu'à 21h, et puis tant qu'on en est au concert, je vais vous en donner 2-3 là tout de suite, et puis on rencontrera après I'm Mine, groupe toulousain qui vient de sortir un deuxième album plutôt remarquable. Donc ce soir, si vous voulez aller voir des concerts, eh bien, il y en a quelques-uns. Marcel Dorcel, par exemple, et son orchestre de merde seront au théâtre du Grand Rond à partir de 19h. Le duo Plaid, c'est de l'Electronica Orchestra à l'atelier Théa à partir de 19h également. Du post-punk avec Sleaford Mods aux connexions à partir de 19h30. Du post-punk garage à la salle du Cap, là aussi à partir de 20h30 avec Caviar spécial Vidéodrome et Los VVS, les fanfures fanfares époustouflantes avec Étincelle et Hortz seront à la Sainte Dynamo dans le cadre du premier Feeling Groove Festival à partir de 20h. Du rock au métronome avec Arcadian et Maxime Marot, là aussi début du concert 20h. Le quatuor Itzola à l'impro, un quartet de sax à 20h30. Nora Krief, spectacle musical au Sorano à 20h30, spectacle qui sera suivi dans le foyer du Sorano à partir de 22h de l'émission Le Club, émission de théâtre qui sera diffusée en direct sur campus, émission animée par Greg Lamazer. Si vous aimez la chanson, Camille Ardouin est à l'Aria, une nouvelle salle située à Cornebarieux. Le trio Tango Cuciceo sera lui à la Candela à partir de 21h. Il y aura de la chanson occitane ce soir au Taquin avec trio Aquales et le duo
Patin Couffin à partir de 21h. Et enfin, Lise Chéral sera au Bijou à partir de 21h30. Et puis, mercredi prochain, vous pourrez aller écouter Orex, un groupe toulousain qui vient de sortir un deuxième album, je le dis depuis tout à l'heure, assez épatant. L'album s'appelle Ellipsis, le groupe c'est I'm Mine et on écoute tout de suite Expectation avant de recevoir deux des musiciennes de ce trio. Behind the concrete blocks, dig deep underneath and jump off the edge. Come now, cut through the haze and find a new place. What the heck, we don't need. They like to feed the poison. Voilà, c'était Expectation de I'm Mine, extrait de ce deuxième album Ellipsis qui est sorti il y a à peu près un mois. Et avec moi pour parler de cet album, Sam Deverel et Guillaume Tiburce, respectivement bassiste et batteur de ce I'm Mine, le troisième membre de ce groupe n'étant pas là ce soir, mais je suppose que lorsque vous êtes sur scène, il ne vous fait pas faux bon. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Lorsque j'avais reçu la première fois I'm Mine, c'était plutôt le projet solo de Fred, donc le troisième larron de l'équipe. Comment, c'était aux alentours de 2012-2013, comment en êtes-vous arrivé à devenir après un trio à partir de ce projet solo ? En fait, c'est venu très vite, c'est que Fred nous a d'abord embauchés pour l'accompagner sur scène. Et il a aimé en fait les propositions qu'on avait à faire sur les arrangements des morceaux. Et très rapidement, on a commencé à contribuer de plus en plus et c'est devenu un groupe au bout de vraiment pas longtemps, en fait, au bout de quelques semaines, quoi. Et c'est vrai que vous êtes tellement maintenant impliqué dans le trio que c'est même vous qui faites les interviews. Et voilà, donc, c'est ça. Maintenant, on l'a dégagé. En fait. Ouais, c'est devenu la façade. C'est le prête-nom. I'm Mine, deuxième album, Ellipsis. La dernière fois que je vous ai vu, c'était vers 2016. Je vous avais laissé un peu dans un univers qui était quand même assez proche, au moins sur scène, de la musique des années 60.
60, très 60s. Et là, je vous retrouve avec une pop qui renvoie plutôt sur des groupes comme The Falls ou Vampire Weekend. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates, dans les 2 dernières années qui viennent de passer? Il y a eu quand même un petit virage, je ne vais pas dire un virage à 180 degrés, parce qu'il y avait des choses qu'on commençait à voir poindre, mais enfin quand même, là, c'est un sacré virage sur ce deuxième album. Effectivement, on a pris un virage, mais ça, c'est un truc qu'on voulait dès le début du groupe, en fait. C'était important pour nous de pas rester bloqué, en fait, dans un style de musique et de savoir évoluer, puis pour pas s'ennuyer, puis pour pouvoir explorer d'autres choses. Et quand on a commencé à travailler sur ce deuxième album, on avait vraiment envie de faire quelque chose de plus moderne. Déjà, ça, c'était un petit peu le fil conducteur, et puis aussi d'avoir des morceaux qui soient encore plus vraiment travailler ce côté pop accessible qui parle à tout le monde, sans jamais oublier le côté où on aime bien expérimenter en studio. Donc voilà, il y a toutes sortes d'instruments qu'on utilise, des expérimentations. Ça, on le garde, mais c'est vraiment ce côté où on voulait que ce soit accessible et moderne. Pour qui vous suit depuis un petit moment, on a l'impression que vraiment pour I'm In Mind, ça monte tranquillement. Donc il y a eu ce début de groupe vers 2012 par là, il y a eu un EP et puis un deuxième qui est sorti vers 2012-2013 avec un premier album vers 2013-2014. En 2014, vous avez été repéré au trans musical, et puis on a vraiment l'impression que petit à petit, les scènes s'enchaînent. Vous avez fait quelques rencontres un peu importantes, et on en parlera pour les gens qui vous accompagnent dans cet album, mais on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas trop de précipitation pour I'm In Mind, et que les choses montent en pression tranquillement. Effectivement, c'est le côté où on est toujours en autoproduction depuis le départ, et on a de plus en plus de gens qui nous accompagnent, et on est assez content de ça. C'est vrai qu'on n'a jamais eu cette espèce de grosse explosion où d'un coup on est signé sur une énorme maison de disques et puis ça pète. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on continue à grimper petit à petit, et puis on n'arrête pas, en fait. Donc puis on continue à faire des concerts de plus en plus, et cet album, on voulait aussi apporter quelque chose de neuf, et puis peut-être aller un petit peu plus loin aussi, quoi. Donc quand je parle de gens qui vous accompagnent et qui vous entourent sur ce dernier album, il y a par exemple Hervé Selters de General Electric, il y a également Clément Libes que l'on a... Clément Lieb, ouais, oui, tout à fait. Clément Lieb qui travaille aussi avec Kidwise, Big Flo et Oli, me semble. Ouais, c'est des gens que vous avez rencontrés General Electric sur scène, par exemple. Ouais, General Electric, c'est quelqu'un que moi j'écoute depuis super longtemps, en fait, depuis avant le début d'Ime In Mind. C'est quelqu'un que j'admire depuis longtemps, et en fait là, on a saisi l'occasion on a pu jouer avec lui une première fois, puis une deuxième fois, et puis on lui a tout de suite parlé de faire un featuring avec nous, et puis en fait ça s'est super bien tombé parce qu'il y avait un morceau qui s'y prêtait particulièrement, donc Expectations. Voilà, le morceau qu'on a écouté en début d'interview. Voilà, tout à fait, et donc il a dit oui tout de suite. Il a adoré le morceau, et puis il a enregistré ses parties dans son studio à Berlin, et voilà, on était super contents du résultat. Cet album, justement, il s'est conçu comment? Vous avez pris le temps de le fabriquer, une grosse année? Ouais, c'était assez long, parce que déjà on a beaucoup tourné sur le premier album, donc vu qu'on s'arrêtait jamais, c'était assez difficile de prendre le temps de vraiment faire une pause, et puis de se dire allez, maintenant on va juste composer, quoi. C'était toujours entre les concerts. Et ensuite, on a mis pas mal de temps à se décider, parce que déjà on est assez long pour composer, pour faire les arrangements. On est assez perfectionniste, donc on peut faire 200 versions d'un même morceau jusqu'à trouver le truc qui nous plaît complètement, quoi. Donc on est arrivé, on avait quasiment 40 morceaux, et puis on en a choisi 10. Donc ouais, c'était assez long. Et enregistrement où dans plusieurs studios sur... Ouais, plusieurs studios à Toulouse. Du coup, on a fait 2 studios. On a fait le studio de l'imprimerie avec Serge Faubert. Donc lui aussi qui enregistre pour Kidwise, par exemple. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, d'où la rencontre avec Clément Lieb. Et ensuite, on a enregistré aussi dans le super studio de Condorcet, voilà, qui est assez mythique. D'Olivier Cussac, qui va bientôt disparaître. Et ouais, du coup, là, il est en train de voir pour déménager. Voilà. Il va faire les frais du plan de rénovation du quartier de la Gare. Et oui, malheureusement, c'est un studio mythique qui disparaît.
disparaît. Ouais. Et ce travail-là qui est fait à Toulouse vous a permis aussi de faire donc venir des musiciens d'ailleurs pour vous épauler sur cet album. Ouais, bah écoute, on fait venir des gens, on fait Clément Libre qui a participé, on aime beaucoup. On avait envie de faire quelque chose de plus arrangé aussi, donc l'idée c'était vraiment de faire participer des gens. On a aussi quelqu'un qui joue de la scie musicale sur un morceau, voilà, toutes sortes d'instruments. Ouais. La marque de fabrique d'Aim Mine depuis quasiment le début, c'est ce mélange entre instruments et électronique, entre samples et instruments acoustiques. C'est venu comment ça? Et ça doit être un peu aussi difficile à gérer sur scène. Ouais, bah il faut se creuser la tête par moment, et puis toute l'idée c'est d'arriver à faire quelque chose qui reste vivant, quoi, parce que on peut facilement se retrouver à se reposer sur les sampleurs, mais bon, c'est pas le but du jeu, quoi, c'est d'arriver à vraiment mélanger ça avec les sons acoustiques, et du coup c'est venu assez tôt en fait, dès le début du groupe, parce que en fait Fred, quand il jouait tout seul au début, il était accompagné déjà par son sampleur pour ne pas être tout seul avec la guitare, et c'est un super moyen en fait d'étoffer le son, vu qu'on est en trio et qu'on aime aussi des trucs très arrangés. Il faut qu'on utilise ça pour arriver à avoir ce qu'on a envie d'entendre en fait. En écoutant l'album, là, je me suis dit que sur certains morceaux, même la batterie est doublée par des effets électro. Ah ouais, carrément, mais même sur le premier album, on faisait déjà ça. Effectivement, on aime beaucoup doubler les caisses claires et les grosses caisses avec des sons électroniques. Ouais. On a beaucoup les TR-808, TR-909, les boîtes à rythme légendaires. Ouais. Ça casse pas la spontanéité sur scène, ça, d'avoir des repères comme ça, assez métronomiques de l'électronique? Bah, il y a plein de façons de jouer avec en fait. Donc justement, tout le but du jeu, c'est de pas casser cette spontanéité, et puis d'arriver à rendre le truc vivant. Et des fois, il faut vraiment se creuser la tête, mais on n'arrête pas tant qu'on n'a pas réussi à avoir ce résultat vivant. Ouais. Donc mercredi prochain, vous êtes sur la scène du Rex, donc le 18 avril, pour faire découvrir un peu les morceaux de ce deuxième album, Ellipsis. Vous allez être combien? Vous allez être 3, il y a des gens qui viennent jouer avec vous ce soir-là. C'est quoi cette fête? Alors voilà, on voulait faire un événement spécial pour la sortie du deuxième album. Du coup, on a fait appel en première partie à Guillaume Desk, qui est en fait un joueur de vielle à roue, mais qui a pour particularité d'avoir fabriqué lui-même déjà sa vielle, et ensuite d'avoir rajouté des éléments électroniques, des micros. Et du coup, il vient de sortir son premier album solo. Donc c'est une musique très très riche, quoi, en termes d'images, de poésie et de maîtrise, quoi. Il est vraiment c'est un virtuose de la vielle à roue, et donc ceux qui connaissent pas l'instrument, déjà ça peut être intéressant de venir voir. Et c'est toujours un instrument spectaculaire à avoir joué. Et en fait il est tout seul sur scène, mais il arrive à reproduire tous les sons, que ce soit de violon, de basse, de percussion. Et c'est assez impressionnant, et ça prend au trip, donc on est impatient de jouer avec lui. Et ensuite il viendra faire quelques morceaux avec nous si l'occasion se présente. Et après vous allez jouer l'intégralité de ce deuxième album qui en comporte 10 morceaux. On a écouté Expectation en début d'interview. Là vous allez nous jouer un morceau live. Donc Sam a troqué sa basse électrique contre une guitare acoustique, et puis Guillaume Tiburce, je savais bien que j'y étais presque, a laissé sa batterie juste en bas de l'escalier pour venir avec un petit clavier Bontempi, non Yamaha, mais enfin c'est comme un petit clavier Bontempi de mon enfance, histoire de nous jouer un morceau, donc extrait de ce deuxième album de Aim Mine. Le morceau, c'est qui, c'est quoi? C'est Elephant in the Doorway. Très bien. Aim Mine, le 18 avril prochain, mercredi donc, au Rex à Toulouse.
There's an elephant in the hallway. There's a nightmare in the classroom. There's a psycho in the doorway. There's an elephant in the hallway. There's a bullet in the sunrise. There's a youth that will never rise. There's a psycho in the doorway. There's an elephant in the hallway. I don't wanna shoot that gun. I don't wanna shoot that gun. I don't wanna shoot that gun. You never wanted to go. Oh, oh. I don't wanna shoot that gun. I don't wanna shoot that gun. I don't wanna shoot that gun. You never wanted to go. Oh, oh. Voilà, c'était I'm Mine, groupe toulousain, deuxième album sorti il y a une petite quinzaine de jours, 3 semaines. Ellipsis, groupe qui défendra donc ses nouveaux morceaux sur la scène du Rex mercredi prochain, 18 avril, en trio. Merci messieurs d'être venus nous voir ce soir. Et venez nombreux donc au Rex. Voilà, et jolie démonstration en direct. Il y aura Os aussi en DJ set. Voilà, on leur fait un grand coucou. Bon, mais ça va être vraiment une fête d'enfer. Exactement. Bon, c'est les vacances, on pourra en profiter. Merci en tout cas d'être passé ce soir dans ce studio. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On retrouve B-Side et WeFunk dans 2 minutes, le temps de faire le changement de plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Salut les filles.